Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Parole d'experts sur H24. Vous connaissez le principe de l'émission. En 12 minutes, on essaye de surfer sur l'actualité, qu'elle soit sociale, économique, politique et ou business. Je vous fais rencontrer également des entreprises qui sont dans ces différents secteurs et ces différents compartiments qu'on essaye de mieux comprendre. On parle beaucoup de Smart City. On dit Smart City for Smart People. Et puis, pour que la Smart City existe, il faut de la data. On parle aussi également de Big Data. Et comment, justement, avec la data, on peut faire en sorte que les villes soient mieux construites, mieux organisées et que ça influe également sur l'immobilier. L'immobilier, vous le savez, qui est une des composantes essentielles de notre vie à tous et spécialement au Maroc. C'est le sujet d'aujourd'hui dans Parole d'experts, le Big Data au service de l'urbanisme. C'était lui. Et avec moi sur le plateau pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Zakaria Mahboubi d'Enfa Realties. Comment ça va? Alhamdoulilah, merci. Tout va bien? Tout va bien? Super. On va parler d'un sujet que j'adore. J'imagine. Bon, je vais essayer de l'enrober pour qu'on Ok. n'aille pas, qu'on dévie pas vers les sujets problématiques. Mais bon, c'est un sujet qui est extrêmement intéressant. Alors, déjà, Enfa Realties, qu'est-ce que c'est avant qu'on commence à discuter? Alors, Enfa Realties, promoteur immobilier depuis 2007. Nous avons plusieurs marques sur notre brand, essentiellement les villas d'enfants sur Damboisa. Depuis 2007, on a réalisé beaucoup de projets, plus d'une dizaine, essentiellement du résidentiel, mais dernièrement plutôt des mixed use, qui comprennent aussi des écoles, des centres commerciaux et autres équipements de proximité. Et j'aurai peut-être l'occasion plus tard d'expliquer pourquoi ce positionnement. Ben oui, parce que ça aussi, voilà. Ça va faire le lien avec l'urbanisme et notamment le rôle qu'ont les promoteurs particuliers au Maroc sur l'urbanisme. Alors, déjà, on va peut-être faire un point sur le secteur immobilier. À chaque fois que j'ai un promoteur immobilier sur le plateau, j'en profite pour faire le point, parce que je sais qu'on en a parlé plusieurs fois dans Parole d'experts, et on le refera encore de manière régulière. Les promoteurs immobiliers ont toujours tendance à pleurer et dire que c'est la crise. Ok, on est passé par la crise Covid. Ensuite, relance. Ensuite, on est dans un contexte d'inflation, hausse des taux directeurs des banques. Comment se porte le secteur? Alors, vraiment d'un point de vue d'un promoteur, est-ce qu'il y a une vraie relance ou pas? Alors, relance par relance, c'est un peu compliqué à dire. Moi, je préfère dire qu'il y a toujours des transactions. Les volumes augmentent et baissent sous l'effet de la saisonnalité. Ouais. Quand il y a quand il y a des effets d'annonce, comme par exemple les taux d'intérêt qui changent, forcément, ça a un impact sur le champ, sur les décisions d'achat des acquéreurs qui peuvent des fois décaler de quelques mois, voire d'un an ou deux, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même des achats que la personne fait une à deux fois dans sa vie. Et donc, Pour la majorité des gens. Oui, pour la majorité. Voilà. Exactement. Pas ceux qui en achètent 5, 6. Exactement. Ok, mais Pas bon, plus de gens, c'est pour du principal. on est d'accord. Essentiellement du principal. Mais je dirais que il y a toujours des transactions. Il faut prendre l'industrie comme un marché. Il y a de l'offre et de la demande. Et il y a forcément une intersection entre les deux. Il faut juste qu'on soit le bon prix. Après, charge au promoteur de trouver le bon produit pour qu'il puisse vraiment répondre à la demande. Alors justement, on va parler de comment trouver le bon produit, justement, et l'offre qu'il y a. Et l'immobilier, ça s'inscrit nécessairement dans l'urbanisme. Aussi bien l'urbanisme influe sur l'immobilier, l'immobilier influe sur l'urbanisme. Et là, c'est vrai que le sujet qu'on veut traiter aujourd'hui dans l'émission, c'est la data, qui permet justement de designer les villes et les villes de demain, en tout cas les quartiers de demain. Alors justement, comment on utilise la data aujourd'hui pour pouvoir... alors, on va sortir de Casa, parce que Casa, c'est particulier, parce que sinon, si on est parasité par Casa, ça va être compliqué. Mais imaginons dans des villes où il y a encore de la place pour s'étendre, où il y a des plans d'urbanisation qui sont respectés, qui peuvent être respectés, qui est rarement le cas de Casablanca, comment la data peut être utilisée? Alors, avant de répondre à cette question, il y a une question que je me demande souvent. Pourquoi dans d'autres industries, on parle de demand planning, par exemple la grande consommation, on place toujours le consommateur, entre guillemets, au centre de la réflexion, quels sont ses besoins, alors que dans l'immobilier et l'urbanisme plus en général, nous avons l'impression que le citoyen ou l'utilisateur final vient vraiment au dernier lieu.
C'est-à-dire nous allons planifier, c'est très militaire comme approche. Nous allons planifier, puis les gens vont venir habiter ici, travailler ici. Ouais. C'est pas naturel. Ce qui fait que forcément, des fois, c'est l'urbanisme ou l'immobilier a du mal à répondre à la demande. Donc, essayons de placer un peu ce citoyen au cœur même de la planification. Il ne faut pas oublier que dans une maison, le résidentiel, il va y passer quelques heures de sa journée, mais le reste, ça sera pour des activités, soit à l'école, soit dans un bureau, soit dans un centre commercial, ou dans d'autres lieux d'immobilier, entre guillemets. Donc, l'idée de la data ou de la planification, c'est de voir un peu l'évolution. Ces personnes d'aujourd'hui qui se marient aujourd'hui, il y en aura combien qui vont se marier sur les 5 années à venir? Il y en a encore qui se marient aujourd'hui. Ben oui. Heureusement, c'est ceux qui ont besoin de logement. Donc, il y en a combien qui vont se marier? Combien on va avoir des enfants? Combien d'enfants? De combien d'écoles on a besoin? Et donc, il faut un peu suivre ce citoyen, essayer de planifier sur la durée par zone pour pouvoir déterminer la demande. D'autre part, il faut voir un peu les projets en cours. Parce que là, il y a des statistiques, certes, qui sont là, qui sont publiées régulièrement. Je pense, tout modestement, que c'est pas assez agile, c'est pas assez automatique. D'où le besoin de ce big data. On a besoin de plateformes qui soient reliées directement au service de la conservation foncière, en enregistrant pour pouvoir un peu quels sont les projets autorisés, le nombre d'unités qui sortent sur le marché, qui seront livrées sur les 6 mois, sur l'année, sur les 2 ans à venir, pour pouvoir un peu planifier. Et donc, l'idée, c'est que utiliser cette big data, si tu veux, toutes ces sources d'informations, pour avoir ce profil de citoyen, où est-ce qu'il vivra, quelles sont ses habitudes actuelles, peut-être même utiliser le signal des téléphones pour voir où est-ce que les gens passent, combien d'heures, pas où exactement, pour essayer de limiter les temps de trajet, essayer d'avoir des activités autour de là où il habite. Et ça permettra essentiellement d'améliorer la qualité de vie de ce citoyen. Mais en même temps, ça permettra aux promoteurs de designer des produits qui correspondent aux besoins. Alors justement, parlons de ça. Bon, quand j'écoute ce qui est dit, c'est un peu renverser la tendance, c'est-à-dire on va analyser, on va dire les flux, voir de quelle manière on peut étendre les villes, et pas faire le contraire, faire ça de manière complètement anarchique, et puis après se rendre compte que ça après, c'est de forcer les gens. Voilà, de forcer les gens. Bon, après, il y a un problème de foncier qu'on nous resserre tout le temps, mais après, bon, ça, c'est il y a des solutions à ça aussi. Voilà, alors justement. Mais tu parles de produits et d'offres. Maintenant, lorsqu'on parle de l'habitation, on a l'impression, au Maroc, ou quasiment à Casa, qu'il y a soit ce qu'on appelle le haut standing et l'économie. Oui. Et qu'au milieu, qui finalement correspondrait à la plus grande partie de la population, alors ça soit du moyen au, alors avec des gradations, mais on a l'impression que c'est comme dans beaucoup d'hôtels à qui on donne des étoiles, mais dans l'immobilier, on n'a rien qui permette aux gens vraiment de se repérer. Exactement. Il y a des gens il y a des hôtels à qui on donne des étoiles dans la réalité, sur TripAdvisor. Oui, exact. C'est important. Oui. Alors, normes dans l'immobilier. Il existe certes des classifications ou des positionnements, je dirais. Parce que pour parler de normes, là, moi, je serais incapable, nous sommes dans le haut standing, mais je serais incapable aujourd'hui de vous dire quelles sont les normes du haut standing. Mais par exemple, quand vous communiquez, vous dites, tiens, ce projet que nous vous proposons est haut standing, il n'y a personne qui vient vous voir pour vous dire, non, c'est pas du haut standing, réglementairement. Il n'y a pas de base, justement. Il faut qu'il y ait des normes. Oui. On doit pouvoir normer ça. On doit pouvoir dire que pour pouvoir prétendre à ce haut standing, il faut qu'il y ait une certaine surface minimale, un certain nombre de salles de bain par rapport aux chambres, une certaine dimension de carreaux, de revêtement, une certaine qualité de l'insonorisation. Ah, surtout qualité, oui. L'insonorisation, toutes les normes aujourd'hui qui existent en termes de... Pour pouvoir justement, d'une manière objective, pouvoir dire est-ce que ce projet est du haut standing, du moyen standing, du très haut standing, du premium ou autre. Donc, nous pensons qu'il y a un manque de normes, et tant bien elle existe, il y a un manque d'informations. Et on le voit aussi même sur des publicités qui parlent même de luxe. On parle même plus de haut standing, on parle de luxe, abordable, de luxe. Alors que le luxe, c'est plutôt du customized. Ça, c'est encore un grand désordre. Mais ça, de toute façon, on le décrit depuis des années. Il faut qu'il y ait des normes, mais il faut qu'on puisse aussi obliger, qu'on puisse obliger les promoteurs à communiquer selon les normes qu'ils produisent en tant que produit. On ne peut pas communiquer sur du haut standing alors qu'on n'y répond pas.
Alors, question, on a, je sais pas si par rapport à ce que j'ai dit, on a l'impression qu'il y a que du haut standing, enfin du pseudo haut standing. Oui, parce que du haut standing. Est-ce qu'on peut dire que c'est du haut standing ou pas? Ça, c'est déjà une question. Mais parlons dans le positionnement business des promoteurs immobiliers. On se dit, ils vont faire du haut standing ou alors il y a de l'économie. Et on a l'impression que la niche est toujours beaucoup plus rentable que la masse. Malheureusement, c'est ça. Et là, je parle business. Hein. Ne prenez pas pour vous. Je parle des maisons. Je parle pas des gens. Mais c'est-à-dire, est-ce que c'est plus intéressant pour un promoteur de faire du haut standing ou du premium qui va vendre très cher et sur laquelle il y aura beaucoup de marge plutôt que de faire du moyen haut où il y aura plus de volume mais moins de marge? Je vais répondre à cette question par deux approches différentes. La première est une approche de positionnement. C'est clair, on peut choisir de faire beaucoup plus de volume. C'est plus facile à vendre, mais il va falloir vraiment vendre beaucoup d'unités pour faire la même rentabilité en pourcentage. Ou on peut choisir vraiment de se spécialiser, c'est une niche, mais il y a plus de risques. Donc c'est normal comme dans tout marché, comme dans l'automobile, comme dans le secteur qui est... No risk, no money. Exactement, high risk, the high expected return. L'idée, et dont nous faisons partie aussi d'ailleurs, c'est de choisir le premium. Comment nous on définit le premium au sein d'Enfaritis? C'est de donner plus de valeur ajoutée à cette personne qu'elle ne pourrait avoir elle-même. Maroc, il ne faut pas oublier que plus de 60% des gens ont recours à l'autoconstruction. Ouais. Donc, le Marocain moyen, il connaît très bien les coûts plus ou moins de construction, les coûts du terrain, etc. Donc, si vous voulez construire sa ville à lui-même, il a des coûts en tête. Voilà, je crois qu'on est un des seuls rares pays où quand on achète du neuf, je sais pas, j'ai pas le pourcentage, on refait la maison à l'intérieur quand on achète. C'est quand même fou. Donc, c'est-à-dire, non mais, ouais, mais ça veut dire une chose, c'est-à-dire que c'est pas adapté. C'est pas adapté. Les produits qui sont proposés ne sont pas adaptés. Il suffirait d'aller voir ce que font les gens à l'intérieur de chez eux quand ils rentrent pour faire des choses adaptées. Ouais. Exactement. Ça reviendrait au premier point de Big Data. Quand on veut faire un projet, on fait juste du benchmarking. Quel est le projet qui marche le mieux? C'est l'effet télébotique. C'est ça que on revient aux années 90. Bah, oui. Quel est le projet qui marche le mieux? Combien ils vendent? Je vais vendre un petit peu moins cher. Même qualité, des fois même matériaux. On trouve des fois les mêmes matériaux, des fois même les mêmes témoins, les mêmes ameublements. Tout se ressemble. Dans les projets, il n'y a que les noms qui changent. Au lieu de vraiment designer un projet, un produit qui correspond réellement à la demande des clients. Alors, je reviens à une notion qui a été, que tu as donnée en début d'émission. Alors, on parlait de Smart City. Alors, Smart City, c'est pas nécessairement la ville du futur avec de l'électronique de partout. C'est juste au moins qu'elle soit intelligente dans les flux qu'elle propose comme infrastructure aux citoyens. Vous proposez des projets intégrés avec voilà tout ce qui concerne le voisinage, l'espace de vie. Mais alors justement, comment aujourd'hui on arrive à imposer ce genre de choses qui demandent énormément de foncier parce que ça va faire beaucoup plus d'investissement que pour construire juste une habitation simple. Comment on arrive à faire ça en adéquation avec les plans d'urbanisation et avec toutes les contraintes réglementaires qu'il peut y avoir? Oui. Alors c'est un challenge et des fois il faut faire des concessions. Alors, pour pouvoir vendre plus rapidement, il faut faire des concessions sur le nombre d'unités qu'on peut développer sur la partie résidentielle pour pouvoir justement développer cette partie commerciale. Parce que, in fine, et ça a été démontré par exemple sur notre projet des Villas dans 3, nous avons le centre commercial de Mercato, sur le dernier projet, Area Mall, qui est sur Casa Enfant. En donnant à ce client ce lifestyle, toutes ces commodités à côté, on pourra écouler plus rapidement. Donc, même si on vend moins d'unités, sur la durée, on ferait financer en notre coût, all-in, on est plus gagnant sur l'opération. Mais il faut certes un savoir-faire, il faut aussi avoir l'humilité de se faire accompagner par les professionnels du secteur. Il ne s'agit pas juste de recopier les autres, mais vraiment de bien étudier la demande, parce qu'en fait, le B2B est aussi un autre pan. C'est une autre façon de faire. C'est un autre métier. Il faut se faire accompagner par les bons experts, les bons consultants pour pouvoir designer ce projet. Mais c'est un challenge. Et je pense qu'on gagnerait bien à avoir beaucoup de projets de ce type hôtellerie, appart-hôtel, branded residences. Ça permettrait de dynamiser un peu, d'offrir un produit, non seulement de résidentiel, mais aussi du locatif, aussi de l'investissement, qui change un peu je vais acheter un studio à 1 million de dirhams et puis le louer à 6 000 dirhams. Quand on voit, il y a beaucoup d'immeubles de studios qui surgissent, pas assez de 2 chambres, donc il y a un peu de ça déséquilibre. Et 3 ans après, tout le monde se rend compte et tout le monde va switcher vers le 2 chambres, il n'y aura pas de studio. Et ça fait toujours cet effet de mimique les autres. C'est ça ce qui... D'imiter les autres. Oui, exactement, d'imiter les autres. Est-ce qu'on peut avoir réellement une Smart City au Maroc?
Et encore une fois, quand on définit Smart City, voilà. J'aime bien ton approche justement de Smart, c'est des choix intelligents. Ça Oui, pas dire avoir l'Internet partout. Voilà, on est bien d'accord. Des choix intelligents. Mais parce que des fois, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'à voir des ronds-points et des infrastructures, comment elles sont faites, c'est loin d'être smart, quoi. Oui, effectivement. Moi, je reviendrai juste à ce que j'ai dit au tout début, c'est juste de tout simplement de designer des villes où les zones où la personne devrait avoir tout ce dont elle a besoin à proximité, qui puisse marcher un petit peu. C'est de recréer un peu l'esprit Medina marocaine, si je veux, anciennement. L'autre jour, à la radio, je ne me rappelle pas de l'intervenant, malheureusement, du nom, mais il avait dit que les architectes marocains avaient bâti l'Andalousie. Alors, pourquoi les architectes marocains ne seraient pas capables de bâtir quelque chose de wow? Voilà, on va sur un autre sujet, là. Oui, je sais. Je sais, mais c'est justement ça. Des fois, il faut puiser un peu dans comment les choses étaient organisées auparavant et comment dirais-je, de s'en inspirer pour designer à venir. Bien sûr, avec des surcouches de data. Et la data, elle est disponible. Maintenant, toutes les administrations, elles ont des systèmes informatiques. On peut savoir, il y a pas de recense, on peut savoir, on a toutes les datas, il suffit juste d'interfacer tout ça. Il n'y avait pas besoin de big data pour comprendre que là où on habite, il faut qu'il y ait une école, un endroit où faire ses courses, un lieu de santé, un espace vert, etc. Et que les gens marchent au lieu de rentrer des voitures et être obligés de faire des parkings, des ronds-points bizarres, etc. Bon, alors, dernière question. Oui. Là, on revient juste vraiment au rôle de l'administration et ça nous permet de clore un peu ces discussions. Est-ce que, il y a beaucoup de projets à chaque fois d'exonération pour tel type de segment. Alors, on a parlé du premium, on a parlé du haut standing. J'ai dit qu'il n'y avait pas assez sur le moyen. L'économique, c'est une grande partie également. Est-ce que c'est une manière finalement d'encourager, de relancer ce secteur s'il a besoin d'être relancé? Alors, en tant que citoyen marocain, je dirais que je suis pour, bien sûr, que mes concitoyens qui sont dans le besoin de cette aide puissent l'avoir de quelque manière, que ce soit à travers les notaires ou les promoteurs directement. Le mécanisme le plus efficient est le bienvenu. En tant que promoteur, par contre, ce que l'on voudrait de ces procédés, c'est qu'ils soient assez rapides et assez agile et assez précis pour éviter justement les mois et mois d'attente d'exonération de TVA, comme c'était le cas auparavant, ce qui peut retarder les livraisons, qui peut amener certains promoteurs à des difficultés financières. Donc, il faut juste que le système soit fait et soit assez rapide. C'est tout. Et je pense que le Maroc a parcouru beaucoup d'étapes les 2-3 dernières années en termes de digitalisation, que ça devrait être assez rapide. Alors, vraiment, dernière question, parce que je voulais l'aborder aussi. Le locatif, tu l'as abordé d'un point de vue B2B. Est-ce que ça aussi, c'est pas l'avenir de demain, vu les niveaux de prix qu'il y a ici au Maroc, qui rendent parfois inaccessible la propriété à certaines populations qui ont les moyens, mais qui n'ont pas assez de moyens pour accéder à ce dont ils ont besoin? Est-ce que le locatif, c'est une solution? Des fois, justement, ils ont pas assez d'autofinancement, juste l'avance. Ils ont assez de moyens pour payer l'échéance, assez d'argent pour l'avance initiale, surtout pour les jeunes couples. Le locatif, oui, mais il faut qu'il soit juste entre le locataire et le bailleur, je dirais. Parce que malheureusement, on a tendance à surprotéger une partie aux dépens de l'autre, ce qui mène beaucoup de personnes à choisir de justement fermer leurs portes. Alors qu'à l'étranger, le locatif, en général, c'est ce qui est prédominant. Merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau pour nous parler de l'immobilier. C'est toujours passionnant de parler d'immobilier sous un autre angle et de voir aussi comment les promoteurs peuvent façonner votre environnement direct au niveau de la ville. Et c'est vrai que la big data, ça peut servir, encore une fois, si c'est utilisé intelligemment. Et c'est pas pour rien qu'on appelle ça Smart City. Voilà, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Parole d'experts sur H24. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube. Laissez-nous vos commentaires, vos questions. Ça sera pour les prochaines émissions. À bientôt.